Bon, je suis assez émue, Jean-Louis, quand même. C'est un beau moment, là, ce soir. Donc, merci beaucoup, de votre présence à tous. Ouais, c'est un beau moment de revoir Jean-Louis, venir, organiser une conférence chez nous. Et donc, bienvenue à vous tous dans la Fabrique du Sens, dans l'antre de la création industrielle. Donc j'aime beaucoup, ce terme de création industrielle. Pourquoi? Parce que dans la définition de l'école, École nationale supérieure de création industrielle, ces 2 mots, sont vraiment les fondamentaux qui s'expriment au quotidien dans l'école, en permanence, à savoir créer ce dialogue en permanence entre les arts de la création et toutes les dimensions autour de l'industrie, industrielle, et aussi les dimensions autour de la conception et les sciences de l'ingénieur et des technologies. Et j'aime beaucoup aussi revenir sur cette dimension de la fabrique du sens, parce que c'est ce qui s'opère ici. Parce que, ben oui, le design, hein, c'est une science de la conception du sens. Et je pense qu'on va en parler là tout à l'heure aussi. C'est-à-dire, et le sens, ce qui est très intéressant en français, dommage, c'est pas vraiment le cas en anglais, c'est qu'il est polysémique. Et le sens a 2 dimensions et qui expriment très bien ce qu'on fait en design ou dans le quotidien. Le sens, c'est à la fois une direction, ça se calcule, c'est pragmatique. Et on travaille beaucoup avec les sciences des technologies dans le domaine de la conception, hein, c'est très ingénierie centré, la conception. Donc ça se calcule, c'est très pragmatique. Mais le sens, c'est aussi une perception humaine. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes territoires. On est sur le territoire de l'être humain, de l'usage, de la compréhension de cette bébête étrange qu'on ne peut jamais faire le tour, et donc plutôt des dimensions des sciences humaines et sociales. Donc, oui, le design, c'est la conception, c'est vraiment les sciences de la conception du sens, c'est ce qui s'opère ici dans le quotidien à l'ENSI. Et puis aujourd'hui, on va parler de sens et on va parler effectivement de cette dimension, autour de qu'est-ce que fait le design pour le produit? Et en particulier, le titre, c'était la culture du produit. Alors moi, je vais pas du tout faire de discours là-dessus. Par contre, je me suis plongée, qu'est-ce que ça veut dire la culture? Après, je vous laisse, faire le pont entre les 2 dimensions. Et la culture, c'est l'ensemble des comportements humains appris d'un groupe de personnes qui sont généralement considérés comme la tradition de ce peuple et qui sont transmis de génération en génération. Bien, cher conférencier, je vous laisse là-dessus parce que j'ai hâte de voir comment vous allez rebondir sur cette culture du produit maintenant qu'on a compris la définition de la culture. Alors, j'ai pris la culture versus la forme plutôt philosophique. J'espère que, on va apprendre, beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. Je crois que c'est Angelo qui va reprendre la main et grand merci à tous et à vous tous d'être présents. J'ai hâte de vous entendre et à tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout merci pour nous accueillir ici aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être ici dans ce lieu qui est très important pour l'histoire du design français, européen, même mondial, mais aussi pour l'histoire de l'agence de nos designs. Moi, je suis Angelo Chiacchio, je suis designer associé à l'agence No Design, qui est une agence d'innovation produit par le design. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment, comme le disait Frédéric dans son introduction, parler de la culture produit, mais surtout du produit. Alors, mettre vraiment ce mot au centre. Et nous avons proposé, pour parler de cela, alors, bien sûr, Jean-Louis Fréchin, le designer, architecte et fondateur de No Design, mais surtout 2 invités d'exception qui arrivent des États-Unis, mais qui sont désormais français, européens, ce qu'on pourrait appeler des innoactivistes, donc des activistes de l'innovation, des concepteurs et des investisseurs aujourd'hui. Donc David, Elena Aslo. Je vous propose, plutôt que de les présenter moi-même, je vous propose de vous présenter vous-même, pour raconter un peu votre histoire. Est-ce que tu crois que je dois présenter ma femme? Ouais, on peut Ah, ok. faire ça. Tu peux présenter ta femme et Lynn, elle peut te présenter toi. Donc, bonsoir. Can I be your... À tous, mais j'apprends le français, mais je ne parle pas très bien et je ne comprends pas tous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. We're gonna present yourself. Like David will present you and you will present David. Ça te va?
Is that okay? OK. Moi, je vais présenter ma femme. Elena est un conceptrice des produits et elle a travaillé surtout dans des petites boîtes et des grandes euh, au sujet des buts, des marchés, des produits et surtout des produits qui combinent, qui marient le hardware et le soft. C'est-à-dire des produits qui ont une existence physique, mais il y a aussi de la technologie informatique là-dedans. Elle est, à mon avis, elle a une intelligence assez supérieure pour percevoir ce que les gens, ce que le grand public veulent dans ce que le grand public veut dans les produits qu'ils achètent, qu'ils utilisent chaque jour. Et elle a aussi une capacité de communiquer ses idées à ses collègues et au grand public lui-même. Et c'est important que on a de temps en temps, on a travaillé ensemble dans des sociétés. On a eu nos propres carrières dans des sociétés différentes aussi. Et on est venu, ça fait maintenant 8 ans en France pour pas recréer, mais pour continuer ce qu'on a créé, ou ce qu'on a inventé ensemble à Silicon Valley en Californie. Et je trouve qu'on a surtout des discussions, pas forcément des agréments, pas forcément des sans colère. Ça existe aussi quand on est à des discussions professionnelles et surtout au sujet que nous adorons, le design des produits, la création des produits. Donc, ça c'est elle. Elena, would like to introduce David for us. Don't forget the microphone, please. Ça marche si je parle en anglais? Ça va? OK, merci. David has been making products in Silicon Valley and now in France for, I don't know, 30 years more. 30 years. Amazing products. He is someone who has always focused on the part of the product that involves the interaction between the user and the device, usually hardware products, because that's what we both specialize in. He's worked on the Nest thermostat. He worked on a smoke detector that would talk to you and warn you about what was happening and didn't always beep at you. Also, very important. He and I worked together on early mobile devices that were the precursors to your iPhone and to your smartphones. He worked on a television that let people interact with the internet when no one had computers or few people had computers in their homes, especially not older people. I'm really terrible at introducing people, actually. I think it's already enough. Is it? But now let me say something really quickly about our time in France. Over time we became investors and started investing in technology startups, mostly technology startups that we thought would make the world a better place. And we came to France very specifically because France was doing a better job at that than the United States. And partly it's a question of what kind of funding is available. Partly it's a cultural question about whether you care about your neighbors. And so that's what we've been doing for the last 8 years. That's what David's been doing, is working with a lot of companies. Some we've invested in, some we haven't, but about how to help their products become better for users to use. Parfait, ben merci. Ça donne déjà un cadre. Après, on aura la possibilité, l'occasion de parler plus en détail de certains de vos expériences et de vos projets. Jean-Louis, tu veux ajouter un mot aussi? Je pense que tout le monde te connaît ici, mais si tu veux compléter la présentation. Non, j'ai bientôt l'âge de pouvoir dire ce que vraiment j'ai fait finalement pendant toute ma carrière qui a été permis par l'ENSI. Il faut remercier l'école et par les profs que j'ai eu à l'ENSI, surtout, peut-être plus que par l'école. Enfin, ça va ensemble normalement, dans une école normale.
C'est très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est essayer d'être un designer du design, c'est-à-dire de théoriser la pratique qui permet de répondre aux choses de l'époque, c'est-à-dire non pas de faire de la recherche pour de la recherche, mais faire des propositions par rapport à des mutations profondes de l'époque, qu'elles soient le numérique, qu'elles soient servicielles, qu'elles soient sur la complexité, qu'elles soient sur les choses, comme les nommait Bruno Latour, c'est-à-dire ces choses qu'on peut nommer mais qu'on ne peut pas décrire, la pollution, l'écologie, la fatigue démocratique, etc. Et cette question du design pourrait être que sur des sujets nouveaux, mais compte tenu de 30 ans ou de 25 ans de vie avec le design, de disparition de choses qui ne devraient pas disparaître. D'où l'objet de cette conférence aujourd'hui, parce que parfois, l'histoire est le moteur d'une innovation de demain, et je crois qu'on est dans ce moment-là dans le design, dans le monde en général, mais en tout cas en Europe en particulier. Bah, parfait, c'est parfait pour introduire l'introduction même de cette conférence, cet échange. Justement, cet événement que nous proposons aujourd'hui, ça part d'un constat que nous a beaucoup interpellé à l'agence récemment, qui est de dire qu'en fait, le design a beaucoup changé, a énormément changé ces dernières années. Les designers, leur pratique a beaucoup changé. Le champ d'action est devenu plus large. Les designers sont presque devenus autre chose. Ils sont devenus des stratèges, des penseurs, des fois des codeurs, ou dans notre cas des sociologues. Donc tout ça, c'est super. Mais ce champ et cet élargissement de champ a fait aussi que d'autres disciplines, d'autres métiers se sont rapprochés du design et des fois s'en sont appropriés, au point qu'aujourd'hui, surtout dans le numérique, on peut remarquer souvent que, par exemple, quand on regarde de l'UX et on trouve une personne qui fait de l'UX, du UX design, devant nous, on trouve plus souvent des gens qui ont fait, qui viennent de Sciences Po, par exemple, que de l'ENSI. Donc, et ça, c'est pas forcément très positif. Alors, moi, je suis un grand fan de la transdisciplinarité. Donc ça c'est très bien, mais il faut aussi que le design, je pense, garde quand même ses atouts. Et s'il y a un atout qui fait partie du design et du bagage de designer, c'est le produit, c'est la capacité de faire les choses, comme dit Jean-Louis, et donc des produits. Donc ça c'est très important. Pourtant, on dirait aujourd'hui que le design, il a tellement élargi son champ et la question industrielle et du produit qu'il s'en est presque détaché, il a oublié. On pense beaucoup, mais après, il manque des produits, des livrables. Donc, je me demande et je vous demande aujourd'hui, en fait, peut-on être designer, être guidé ou même motivé très fortement par des idées fortes, des convictions, des revendications même, si après, tout ça, ça ne se traduit pas dans quelque chose, dans des propositions, dans des objets, dans des produits, quelque chose qu'on met dans la main des gens et qui peuvent changer les choses. Et donc finalement, est-ce que si aujourd'hui, David, Elena, ils peuvent être la démonstration qu'on peut faire du produit sans être forcément des designers, on peut se demander si on peut être designer sans faire du produit. Donc, est-ce que déjà, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on définisse ce produit. Donc, qu'est-ce que c'est un produit? Et puis, plus largement, qu'est-ce que c'est la culture du produit? Donc, Jean-Louis, je pense on peut commencer par toi. Je pense que tu as beaucoup à dire là-dessus. Le micro. Pardon. Oui, donc Frédéric a défini la culture, donc je ne vais pas la définir, sachant que le sens définition du mot culture amené par Frédéric, c'est pas le sens commun, c'est pas la culture des champs, c'est pas le ministère de la culture, c'est vraiment l'ensemble des faits anthropologiques qui définissent un groupe humain de par ses habitudes et ses pratiques ou une société. Donc ça, c'est vraiment important de le confondre. Ça n'a rien à voir avec les subventions du ministère de la Culture. C'est important de le rappeler. Produit, c'est la même chose. Il faut sortir du sens commun. Pour la plupart des gens, un produit, c'est quelque chose fabriqué dans une usine. Pour la plupart des designers d'aujourd'hui que je rencontre, un produit, c'est souvent un objet, toujours produit dans une entreprise capitaliste pour gagner de l'argent, c'est pas bien, qui pollue la planète, c'est pas bien. Alors c'est vrai,
C'est vrai, ça a été vrai pendant tout le XXe siècle. C'est la révolution qui a donné l'existence du design. Donc on peut être méchant avec, mais pas trop, parce qu'on ne va pas non plus se couper les jambes. On a encore plein de choses à dire et plein de choses à faire. Pour moi, la notion du produit, donc on peut dire un produit, c'est l'aboutissement d'une démarche de conception de production. Et ce que j'ajoute, et ça c'est vraiment ma théorie, quelle que soit finalement la forme finale, qu'elle soit industrielle, artisanale, servicielle ou conceptuelle, à la fin, on a une production qui doit être compréhensible. C'est-à-dire que le résultat du travail d'un designer, me semble-t-il, ne peut pas être une intention, c'est-à-dire des croquis, des dessins, des discours, des mots dans des cahiers, et ne peut pas être systématiquement, pour prendre un exemple de l'époque très connu, un tréteau. À toute question posée dans une école de design, vous êtes sûr d'avoir un tréteau. Dans ces deux cas, on se trompe. Un produit, ça peut être n'importe quoi. Le résultat du design éthique, c'est une démarche qu'on veut faire grossir, c'est un produit. Le résultat du design écologique, c'est un produit. Un produit qui ne convoque pas la matière, un produit qui ne convoque pas d'énergie, mais qui convoque un changement de mentalité. Alors, on peut appeler ça du storytelling, on peut appeler ça du narratif, etc. Mais nous, on ne vient pas de la narration, on ne vient pas du storytelling, nous, on vient de choses réalisées. Le produit, c'est aussi ce qu'on fabrique. Là, mon iPhone s'éteint, donc j'ai perdu mon anti-sèche, donc c'est terrible, sachant qu'elles sont autorisées. Un produit, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une finalité économique. Alors vous allez me dire, ou on va me dire, oui, mais il n'y a pas que l'économie, il y a aussi le service public. Le service public, c'est formidable. L'intérêt général, c'est formidable. Le design pour le service public, c'est formidable. On en fait, on adore ça. On a l'impression de servir à quelque chose. Mais ça s'inscrit dans une économie politique, pas une économie marchande. Mais c'est une économie aussi. Et donc, le résultat d'un travail pour le service public, c'est quelque chose d'opérant, que ça soit la messagerie sécurisée qui évite aux Russes d'écouter le président de la République ou tout fonctionnaire d'État, qui s'appelle CHAP, ou que ça soit France Connect, c'est un produit. Il y a un livrable, et France Connect, c'est intéressant parce qu'il n'y a proprement pas de service, il y a juste quelques lignes du code et quelques éléments symboliques, c'est tout. Alors, elle dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? C'est quoi le livrable? Eh ben, c'est les produits d'aujourd'hui que j'appelle des situations. Donc, un produit, c'est à peu près tout. Et pour arriver à se dire que tout est produit aujourd'hui, il faut forcément... j'ai oublié ma date de naissance, merde. Mon âge, c'est normal. Et cette histoire-là, elle date pas d'aujourd'hui, c'est pas ma vision à moi, c'est quand Brunelleschi a proposé de construire le dôme de la Santa Maria de Florence. On a créé l'ingénierie, hein, c'était un sculpteur architecte, tout à coup il s'est intitulé ingénieur. On a créé la notion de projet, c'est-à-dire plusieurs personnes vont travailler sur cette difficulté. On n'avait jamais réalisé un dôme comme ça et on a inventé l'ingénierie, l'architecture technique et le design à cette époque-là, avec deux choses, le projet, l'acte du projet, la progettazione, et l'aboutissement de la progettazione, c'est-à-dire de la culture du projet, qui est un produit, en l'occurrence c'est une église, mais le résultat d'une production. Brunelleschi, il a fait aussi des armes, il a fait Léonard aussi, des systèmes techniques pour combattre les cités adverses, etc. C'est vraiment à cette époque qu'on a matérialisé cette chose-là. Et cette notion-là, elle est importante parce que les architectes sont beaucoup attelés à la culture du projet, mais nous, designers, finalement, la culture du produit, c'est quelque part c'est l'aboutissement de ce qu'on sait faire, c'est l'aboutissement de ce qu'est le design, c'est-à-dire une production inscrite dans une économie, qu'elle soit politique ou marchande, au service de personnes, pour créer un résultat qui dit l'époque et qui rend un service. Et cette notion, elle est extrêmement importante. Elle convoque des propédeutiques classiques, tout ce qui est dessin, tout ce qui est le bagage du design, que pour ceux qui sont à l'ENSI, vous connaissez par cœur. Mais elle convoque aussi des éléments annexes. Alors classiquement, anthropologie plutôt que sociologie. Nous, on présente souvent le design comme une anthropologie active.
Elle convoque aussi de l'économie, elle convoque la compréhension des principes de marketing, elle convoque aussi la confrontation à des gens de pouvoir qui ont un avis sur tout, qui ont une analyse sur tout, qu'on appelle les diplômés de Sciences Po, qui vont vous pourrir la vie tout au long de votre carrière tous. Mais elle convoque aussi la culture de ceux qui savent faire les choses, c'est-à-dire les ingénieurs, mais au-delà de ça, les gens qui font de la productique, les gens qui organisent comment on va concevoir des voitures, comment on va concevoir des voitures, 7 voitures en même temps, ce qu'on appelle des programmes industriels ou des programmes par plateau, qui vont inventer ce qu'on appelle l'industrie artisanale ou l'artisan avec des outils industriels, ce qui est vraiment dans la flexibilité de l'époque. Tout cet espace-là, il fait partie aussi de la compréhension du design. Et je crois, et je vais en terminer là, que la culture du produit, cet élément de culture générale du designer qui est très peu enseigné, et dans les écoles d'ingénieurs supposées faire des produits, et dans les écoles de design qui sont supposées faire des produits, elle est la culture générale du design. Quelles que soient les modalités de livrables, ou quels que soient les moyens qu'on va prendre pour exprimer ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire et ce qu'on veut donner aux gens. Que ça soit totalement immatériel ou que ça soit totalement physique. Et cette culture du produit, elle est importante, elle est doublement importante. C'est pour ça que je m'alarmais un petit peu, parce que dans le monde complexe qui est le nôtre, un élément structurant de l'enseignement des designs, c'est la vision, comme celle des architectes d'ailleurs, c'est la vision tridimensionnelle. Et c'est la capacité à convoquer des solutions à partir de rêves pour les designers, de problèmes pour les ingénieurs, et donc d'avoir une culture de la fabrication. Elle est pas importante si vous voulez faire du design de service, mais elle est structurante pour votre construction profonde. Mais en France, on ne fait plus de produits depuis 40 ans. Il y a à peu près 3 ou 4 entreprises de produits grand public en France, Seb, les 2 constructeurs automobiles, et puis WeThings. Et puis, ça s'arrête là. Après, il y a des boîtes de services comme Alan, formidable. Votre banque, c'est pourri. Le service public, c'est pas mal pour le chap. Mais il n'y a pas grand-chose. Donc, comment voulez-vous apprendre le produit dans un monde qui ne fait plus de produits, quelle que soit la nature de ce produit? On n'est pas le numérique est assez immature, le design des politiques publiques, on va laisser ça aux Sciences Po. Nous, on va faire du design pour les services publics, mais il n'y a pas beaucoup de références, c'est immature. Donc, c'est à inventer. On peut... Par contre, là, on pourrait avoir des bases. Il n'y a plus personne pour nous l'enseigner parce que dans les écoles de design en France, il y a peu de gens qui travaillent pour la grande industrie ou qu'on fait des produits, qu'on fait des voitures ou qu'on fait des grille-pains. Alors, c'est pas grave, mais c'est vraiment un manque, comme si dans les écoles d'archi, il y avait des architectes qui n'avaient jamais construit, qui n'avaient jamais vu de béton ou qui n'avaient jamais vu des constructions en acier. On ne fait plus de construction en acier en France, il y a trop de normes incendie. Mais c'est quand même important de savoir qu'on peut faire du poteau-poutre en acier, Beaubourg. Hein. Qui sont les gens qui vont habiter Beaubourg, hein, sachant que ça fait 30 ans qu'on ne construit plus beaucoup en acier en France. C'est compliqué. Et il ne s'agit pas de regretter ça, il s'agit d'attraper les déterminismes qui sont importants pour votre formation future. Et ça, on en parlera après. Super, merci beaucoup Jean-Louis. Et pour compléter cette première question, David, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui évoque pour toi la culture produit et le produit en général? En général, moi, je trouve que quand on parle de la culture, on décrit ce qui est dans la tête des gens, ce qui est dans la tête des utilisateurs de ce que nous créons. Et ça veut dire que la culture vient des êtres humains. Ça n'existe pas dans les produits sans les utilisateurs ou bien sans leurs créateurs. Donc, c'est l'intersection entre nous qui créons les produits, vous qui créez les produits, et nous et vous qui utilisez ces produits. Et il faut admettre que pour la plupart, nous sommes en même moment des utilisateurs et des créateurs. Ce que nous faisons pendant la journée, nous continuons
le soir. Et je crois que pour moi, la culture, moi, malgré ce que Jean-Louis t'a dit, j'ai pas des opinions bien formées de la culture de design en France. Mais ce dont je suis sûr et certain est que si on découvre une culture de design, c'est dans les têtes, dans l'intelligence des gens qui utilisent les objets, les informatiques que nous créons. Et moi, je me considère comme designer des émotions. Et je parle presque toujours avec les équipes avec lesquelles je travaille, avec les directeurs. Je veux bien qu'ils retournent toujours aux émotions qu'ils perçoivent dans les utilisateurs. Parce que je crois que c'est là où la culture se génère et c'est là où le succès ou l'échec d'un produit se trouve. Super. Bah, c'est parfait pour la suite parce que j'allais te demander, David, justement, en parlant d'échecs, d'innovation, c'est à propos de General Magic. Donc, tu as eu la chance avec Aline de travailler de faire partie de l'équipe de cette entreprise légendaire de la Silicon Valley. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît parce que c'est quelque chose qui est vraiment pour les passionnés d'innovation, de produits numériques, parce que ça n'a jamais été vraiment un gros succès comme Apple, mais c'est une entreprise qui a permis qui était le terrain de jeu pour plein de personnes, dont vous, qui après ont donné naissance à la plupart des produits innovants et des services et des grandes entreprises de la Silicon Valley et qui dominent le marché aujourd'hui. Et surtout, c'était vraiment une vision de créer il y avait une volonté de créer le monde de demain avec des objets, des produits sans référence établie. Donc, comment on imaginait ça? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure incroyable chez General Magic? Et comment on faisait les choses à ce moment-là? Elena, I think we should talk about it together because on a bossé ensemble chez General Magic, and I think you had both a different experience than I did, and I think you have a lot to say about what successes and what failures. When I look back at General Magic, of course, it was for both of us a personal success because we met great people. Et on s'est rencontrés là-bas, donc j'ai maintenant une famille grâce à General Magic, mais j'ai aussi une plus grande famille professionnelle. Et on a toujours des contacts avec ces gens-là, avec avec les gens bien bien formés, bien expérimenté les gens qui ont inventé le Macintosh chez Apple, avec lesquels on a bossé. And I think that one of the things that, to me, this question of success or failure, it's not that interesting a question. Of course, to a business person, to a bank, that's an interesting question. But did Brunelleschi think of the creations as success or failure based on economic considerations? That doesn't seem like that's at the heart of design. Et à mon avis, à General Magic, ce qu'on a créé, ce qu'on a inventé, oui, on était bien trop tôt. Il fallait encore une douzaine d'années jusqu'à on a vraiment créé l'iPhone, qui était le concept qu'on a sur lequel on a basé cette société General Magic. Ça a pris aussi 8 ans avant la création de l'iPod, qui a pris l'idée du Walkman. Si vous vous souvenez du Walkman, qui était vraiment qui était
un concert, un groupe de musique qu'on peut prendre, qui était personnel. C'était vraiment le premier grand succès. Mais l'iPod a popularisé cette idée. And I think that for me, the successes were both personal, a family, a training. On vient de parler un peu de ma formation qui n'était pas formelle dans le design, but a training with people who were great designers, really good at thinking of ideas that would appeal to people and appeal to lots of people. But also an education that there are tensions between la création des produits magiques, dans ce cas, et un business qui est un grand succès. Et ces tensions existent toujours. Et parfois, ils sont sur le même chemin. Parfois, ils sont en conflit. Et je crois que c'est important comme designer, soit comme designer, soit comme businesswoman, il faut connaître que ces tensions existent. Et pour moi, c'est un de ces grands succès et cet apprentissage et que j'ai dû apprendre que ces tensions existent. Elena, you want to add? I will. Just so you know, the reason that I made that cartoon face while David was asking me a question is because I didn't actually fully understand the question, and I was hoping that as David spoke, I would actually understand the question. I'm not sure that I do. So, but I think, are you asking about the? I am getting better at French, really. It's General Magic. Like I like to for you to tell about what it was in general, so that people know more about the story of General Magic and why it was so influential, and then about your experience and also how you used to build products, how you make things. Thank you. Okay. In a world where you were inventing things that didn't even existed like 15 years after that. So, well, you know, General Magic was a particularly interesting company, unlike I think any company I've ever worked at, in fact, or worked with, in that it was such a mission-driven company. It was almost a religious company in a way, because people so believed in what they were building that we worked around the clock. David and I would bicycle home at 3 a.m., have breakfast, go to sleep, get up and have breakfast, and bicycle back to work at 10 a.m. and work all day and take a break to go. David would go and, I don't know, drive radio-controlled cars in the parking garage nearby, but no one ever left. Almost everyone was there all the time, and so it was an incredibly fertile, creative environment because everyone so strongly believed. Now, like any organization like that, and you see this often, I think, in charities and nonprofit and NGOs, when your idea of what you must build and why it's so important is so strong, sometimes you actually lose track of what it is people actually want and what the users care about. And I think that was where, in a lot of ways, where General Magic fell down in the end, because they were building a vision. And eventually the vision came true, but it took time, and General Magic was a little bit early. And so it's a good example of how you have to really pay attention to your users all the time, how you need to ride the metro. You need to actually understand all the time what the people around you are doing and what are they talking about. And, I'm always, when I go to Italy, I'm always really amazed at just how public people's digital device usage is. It's very different from in France, very different from the United States even. And the people have their video calls on speakerphone, people watch videos, people in trains, in public places. If you don't sort of pay close attention to what people are just doing every day, sometimes your vision misses. But for me, as David said, it was an extraordinary creative
endeavor. You know, and while David worked on the main product, the main mobile devices, I was actually working on the devices that were even the next generation after that. The ones where you incorporated this operating system into television, into telephones, into all kinds of things like that. And so, I don't know, it was great. And but one other thing about that, you know, it's not uncommon for companies to in any new market, there's usually a company that had to die in order for the next companies to succeed. And large companies often do this. You know, I worked on products, sort of forward-thinking products at the Dutch consumer electronics company Philips, that were designed purely to get the market used to the idea of the product so that the next product could be successful. But there was never any idea that the first one would succeed. It was never the plan. It would have been a nice surprise if it had, but that wasn't the design. And in every market, I think this is true. People who are right in the front, they often can't make it. They're 2 years too early, 10 years too early, 20 years too early. But the ideas that they bring forward make it so that the next companies can succeed. And that's also really important. Très bien, c'est un peu comme on dit sur Internet, le General Magic, il a marché pour que les autres puissent courir plus tard. Et pour toi, David, ça, c'était Nest. Alors, tu es passé aussi par d'autres expériences, dont Web TV, qui était vraiment un projet ambitieux pour amener Internet dans toutes les maisons à travers la télé, plutôt que passer par un ordinateur. Mais j'aimerais que tu me parles un peu de Nest, de comment ce projet est né, parce qu'après, effectivement, par rapport à General Magic, cela est devenu un vrai produit, un succès énorme, même commercial, et surtout est rentré dans la maison de beaucoup de gens. Bien, moi je peux présenter un peu des succès qui ont suivi General Magic. Nos collègues, beaucoup de la même âge, ont créé pas seulement l'iPod et l'iPhone, mais aussi Android et eBay, et des produits dont peut-être peut-être que vous connaissez pas. Moi et Elena, on a travaillé aussi à une petite boîte qui a été créée par nos collègues chez General Magic, qui s'appelait Web TV, et le but était... Le but, moi je ne le vois pas. Mais le but était de donner d'accès à l'Internet, au mail et au web à des gens pour lesquels les ordinateurs étaient un peu trop loin, un peu trop techniques, un peu trop étranges. Et c'était un bon succès. C'était un succès économique. On a eu, je crois qu'à la fin, on a eu environ 5 millions de ménages, surtout aux États-Unis, mais au Japon aussi, qui ont utilisé ce truc qui était branché dans la télé, qui était pour laquelle on utilisait un petit clavier et un télécommande pour écrire des mails. À la fin de sa vie, mon père avait jamais utilisé un ordinateur. Pour lui, le mail, c'était une partie de sa vie, mais c'était surtout à la télé, et grâce aux produits qu'on a créés ensemble. Et puis, après, à ta question, après un long trajet, un petit séjour, ça veut dire 13 ans, chez Microsoft, qui a acheté notre boîte, où j'ai créé plusieurs produits avec mes collègues. Un de ses collègues est l'ancien chef de toi chez Philips aussi, a dit, on était ici en France en vacances, et il me dit, j'ai une idée, on va créer une petite boîte. Moi, je vais t'expliquer dans 2-3 mois. Et il m'a présenté cette idée de réinventer le thermostat. Et pour moi, c'était évident pourquoi il fallait le faire. Parce que le thermostat, c'est dans chaque maison, sauf dans les tropiques, sauf dans les maisons très, très
des privés, des très, très pauvres, mais c'est dans presque chaque maison. Et c'est un objet qui était négligé pendant peut-être 50 ans, qui est très, très important pour la préservation de la vie, pour le confort de la famille, du ménage. Mais on n'a presque rien fait. Il y avait un petit entrepôt avec la mercure là-dedans. C'était vraiment un objet qui était prêt d'être réinventé. Donc, il a présenté, lui, il était inventeur du iPod et aussi parrain de iPhone, donc il savait un peu de la création des produits, mais et il a fondé cette boîte et on l'a achevé après peut-être 2 ans. On a cru au début qu'il fallait que 6 mois. C'était pas juste. C'est toujours pas juste qu'on peut faire, sauf dans le soft, qui est un peu plus facile. Mais dans la ça prend beaucoup plus de temps qu'on imagine. Et, mais après 2 ans, on a créé une chose qui était vraiment, qui donnait une nouvelle vie et une nouvelle considération, pas seulement au confort dans la maison, mais aussi à l'économie de chauffage, de l'air conditionné, de climatisation. Et on a toujours des millions de gens qui utilisent ce truc qu'on a créé pour décider le confort de leur famille. C'était aussi, en même temps, c'était aussi un produit technique qui fait ses propres décisions, qui observe quand les moments où les gens ne sont pas là, les moments où les gens changent la température et qui crée dans une façon très, très primitive. On n'était pas au même point, au même endroit dans l'IA à ce moment-là qu'aujourd'hui. Mais ça décide, ce petit truc sur le mur, ça décide aussi, c'est le matin, ils vont se lever, donc il faut réchauffer la maison. Un peu, pas beaucoup, pas trop rapidement. Et c'était, donc on a injecté, on a mis un peu d'intelligence artificielle dans ce truc aussi, toujours en considérant les émotions, les réactions. Et c'était vraiment ça, c'était mon boulot. Les réactions, les émotions des utilisateurs, des résidents dans ces maisons. Est-ce que ça a une réponse? Ah bah si, Ok. c'est magnifique. Tu as parlé des différentes entreprises qui sont nées à partir de General Magic. Tu as parlé d'Android, qui justement est né d'Andy Rubin, qui avait aussi fondé Danger. So, Elena, I know you also spent some time at Danger after your experience at General Magic. So can you tell us a little bit about what you've done after that, as David did? But especially from you, I'd like to know how it was for you as a woman to work in tech and technology, and maybe if you think that women have a different thing to bring to the table that makes products even better and even powerful. Angelo, do you mind if I answer that question in sort of 2 parts? It's okay? Okay. The first one is, so one of the from a sort of design culture perspective, the useful thing to know about me is that my job almost always sits in the middle between many different groups, the design group, the engineering group, the marketing group, the sales group, because my job was always to sort of make sure all these parts could work together to make the product come to life, which means it was always a dance. It's a dance with the technology between what your dreams are and what the technology that the existing technology can actually do and how far you can push it, and then all the other people. And so you have so many, so I worked on a mobile device at Danger with Andy Rubin, who then went on to make Android, called the HipTop.
called the T-Mobile HipTop, and it was a small messaging device before those were, again, before you had smartphones. I worked on an amazing startup with the musician Thomas Dolby, who was a big musician in the 1980s, making ringtones. Yes, She Blinded Me with Science. That was his big hit. And they were making ringtones before ringtones existed anywhere else, before MP3. And in fact, that was the death of the company, MP3. But what else did I do? Actually, it's so hard to remember sometimes. I worked on phones that let you get information before, when the internet was still new at Philips. I worked on mobile devices at Philips too, to do messaging and information when that was still early. Sorry, I always forget what I do. But the key thing from a sort of a design culture perspective is sort of imagine it this way. You have all these different groups, and they all have ideas. They all have amazing ideas about what the product could do, what the technology could do, what the product could do for people, what they could sell, all these things. And everybody is on their own like trampoline, like, guess what we could do? Guess what we can do? And you somehow have to get them all to dance. And so that's often what my role is. And it's not easy, but in particular, the dance between the designers and the designers and product team and the engineers is a particularly interesting one, because the technology can never do as much as you want it to. And so you always are trying to reassess how you can make the technology go as far as it possibly can and give as much as you can to the users. And that's always I don't know. I think that sentence just trailed off, so we'll let it go. But being a woman, I don't think it's always been difficult to be a woman in these environments, but not because of being a woman, more because whenever you're I don't actually know the phrase in French. I'm sorry. In English, you would say the odd man out, the one woman in a room with 10 men, the one non-white person in a room of white people. Because it's hard for people to. I think people speak different languages, and it's hard for them. It's hard for people to understand each other well enough to be able to design together. People who are the odd man out tend not to be heard, or they tend to be understood in a different context. Just as a dumb example, when I'm in a product room and I say no nicely. I say no nicely, and I offer other suggestions, and that's sort of how I go about things. And quite often, people don't hear that I said no, right? And that's just a matter, So I have to keep saying no, right? But I, I'm never going to go. No, that's not my thing. And one of the interesting things about being an investor right now, I think, in terms of women specifically, is that the comment I most often hear from other investors in the room when a woman gives a presentation about their new startup is, she's just not CEO material. And what they really mean by that is when they asked her a question, instead of making something up, she said, "Well, I don't know, but here's how I would go about finding out." But so I think that's the key challenge in design is you need in startups and making products, if you just have one voice, then you get a product that only works for one group of people. What you need is a lot of different voices, because that allows you to find things that you never would have felt. When David and I are looking for startups, we very often don't look for the Sciences Po graduate. No offense to any Sciences Po graduates here, but we don't look for the American Ivy League graduate. We look for the person from somewhere else, because they're going to be finding products and ideas for problems that need to be solved that all the other people are not. And so that's what I think is really important when you're building a design team. I spoke once with
the head of a major shopping website in India, the sort of the Amazon of India. And what he said that I think also is important from a sort of design culture and design team perspective is you must hire diversely. You must hire for diversity at the very beginning. Because once you have a team of 20 or 30 people that are all alike, the new person, the more diverse person, can never find their footing. They can never find their home. They'll always be trying to fight for things that all the others don't see any reason to have. And so if you start with a diverse team, you start with a team with women, with people from different backgrounds, you'll end up building a company that can touch markets that all the others can't. Thanks, Alina. I think diversity is important. It's really like an opportunity to build more global and universal products. Mais tu as dit quelque chose de très important dans ta première réponse. Tu as parlé de comment passer d'une idée avec une équipe et donc à l'exécution. Et donc Jean-Louis, j'aimerais avoir ton avis en fait sur comment naissent les choses, comment on passe d'une idée à un produit et quel est le rôle des designers dans cette phase-là, ce process magique. Je ne vais pas vous la donner. Non, avant, il y a peut-être, puisqu'on a parlé de culture du produit, il y a quelque chose de peut-être d'important avant de dire comment on fait, c'est d'ajouter un élément consubstantiel très important de la culture du produit qui nous singularise, qui nous différencie. Bien sûr, il y a la sensibilité, mais tous les humains sont sensibles, tous les humains sont créatifs. Les designers, les artistes, peut-être un peu plus que les autres, ce sont des éponges sociales, des récepteurs sociaux qui parfois prennent la misère du monde sur ses épaules. C'est tout à fait là. Mais il y a quelque chose, et ça s'apprend pas. Ça se cultive, mais ça s'apprend pas. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut travailler et cultiver pour renforcer la culture du produit. Et dans ce que tu disais au début, ce design qui a profondément changé, quelque chose qui nous singularise, c'est deux choses. C'est encore une culture qui est la culture des représentations. La culture des représentations, c'est quasiment la philosophie du design. C'est l'élément, en tout cas, consubstantiel à la création d'une philosophie de cet art qu'est le design. Et pour traduire cette culture des représentations concrètement, son langage, c'est les formes. Alors, la papy, il nous fait un discours comme on faisait en 1900 à l'école. Sauf que non. En 1900, un objet, il était posé sur la table, on le regardait, on le fabriquait et c'était terminé. 80% des objets contemporains sont des objets complexes, sont des objets enfouis, sont des objets confus, sont des objets qui sont à la fois des biens et des services, des néo-objets, comme on les nomme, comme je les nomme dans mon bouquin. C'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur, ce sont des situations. Des situations, c'est un mot géographique qui parle de temps, d'espace et d'événements dans un lieu. Donc on est dans le design urbain, on est dans les situations numériques. Airbnb, c'est la gestion de situations particulières. Uber, la livraison à domicile, c'est la gestion de situations particulières. Enfin, la plupart des services numériques sont la gestion de situations. Tout ça, c'est compliqué. Tout ça n'a pas de représentation logique, ni culturelle, ni de représentation classique. Le forme-fonction, à l'heure du numérique, quel est-il ? Quand la moitié des choses, on ne les voit pas. Et on avait théorisé quelque chose ici à l'ENSI, donc ça me fait plaisir d'en parler en 2004, qu'on appelait les nouvelles matérialités, c'est-à-dire que quand 90% des designers, je ne vais pas nommer de nom parce que je les aime tous, mais parlaient de redonner des représentations à des choses, non, la question n'était pas de redonner des représentations à des choses, elle était d'inventer des représentations nouvelles, des matérialités nouvelles, de matérialiser des choses qu'on ne voit pas, des complexités nouvelles, de façon différente. Alors ça va de l'interface d'avion. Alors, l'interface d'avion, elle est faite par des ergonomes, des cogniticiens. Les Airbus tombent à cause de ces gens-là, donc on peut peut-être faire autrement. Quand on regarde l'histoire du livre en Italie, Aldus Manutius, il a inventé un système métrique pour les lettres pour lire mieux. Dans les avions, on ne les utilise pas. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet ? Peut-être, je ne sais pas, mais ça vaut le coup d'en faire un projet.
Et ces nouvelles matérialités sont extrêmement importantes. Alors pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque qui est une révolution de l'image. N'importe qui peut faire une image avec de l'IA. C'était déjà facile avec la 3D, mais alors aujourd'hui, on a un outil, on devient designer, mais c'est pas tellement ça le problème. C'est que pour faire des dispositifs partagés pour que Alina puisse faire son job de colle dans tous les groupes différents, il faut des éléments partagés. Et une image est mieux qu'un cahier des charges ou des specs écrites sur Word, des textes. Donc une image, c'est un outil puissantissime dont les designers ont peut-être oublié l'importance. Le nombre de jeunes designers que je vois écrire les concepts dans les cahiers, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'expérimentation formelle autre que « non, mais c'est bon, j'ai tout fait, j'ai plus qu'à l'imprimer en 3D ». Alors pas à l'ENSI, bien sûr, mais dans d'autres écoles où je vais. Enfin, je pense qu'à l'ENSI, ça marche aussi un peu, mais parce que la mise en forme, ce qu'on appelle le prototypage, c'est aussi un outil de conception. L'accident créatif, la tarte tatin. La tarte tatin, elle a été inventée parce que la dame s'est pris les pieds dans la porte. La tarte s'est retournée, elle l'a mis dans le plat, elle l'a servi. Tout le monde a trouvé ça très bon. Alors ça fait sourire, c'est un exemple connu, mais dans les nouvelles matérialités, dans la représentation, l'accident créatif, la réalisation de cette mise en forme, l'invention de ces nouvelles matérialités est importante. Et tout ça, ça sert à gérer la complexité de l'époque et à créer de la valeur. Et le dernier point, et après on pourra répondre à ta question, c'est que par rapport aux gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire, grosso modo, tout en haut, c'est Polytechnique, Normal Sup, peut-être un peu l'ENA derrière. Nous, si on utilise le langage appris à l'école, c'est-à-dire l'écrit, on n'y arrive pas. La rhétorique, aucun designer l'a jamais appris. L'art du discours, l'art de dialoguer, l'art de parler, l'art d'amener l'interlocuteur, on veut l'amener, aucun designer l'a appris. Un designer, il dit du coup, j'ai voulu, du coup. On peut pas lutter. Par contre, c'est pas une critique, hein, moi aussi je dis du coup. Par contre, sur la forme, sur la création de synthèse nous-mêmes, de synthèse nouvelle, sur l'adhésion, sur des surprises. Et quand je dis la forme, c'est pas forcément un dessin. On a gagné des projets en achetant un microscope USB à 10 € sur Amazon et en remportant un concours, une sorte de compétition pour un grand fabricant de cosmétiques parce qu'on lui a montré qu'on pouvait faire autrement et on lui a fait carrément la démo sur place. On sortait du cadre classique de la forme, mais on lui a montré une forme et on lui a montré surtout un résultat. C'est-à-dire, la nouvelle matérialité, c'est montrer qu'avec un microscope, en changeant 2-3 trucs, on pouvait avoir des images nouvelles. Et là, on est vraiment dans les nouvelles matérialités. Et ça nous différencie de nos amis qui ont le pouvoir et le langage. Donc, je dis pas ça, le dessin, c'est important. Non, c'est pas du tout mon propos. C'est votre talent, c'est votre... Enfin, parce que je suppose qu'il y a plein de designers dans la salle. C'est votre mode d'expression. Ça fait la différence. D'autant plus que, et là, c'est promis, j'arrête. Avec Angelo, on se tape tous les salons. Et David y allait aussi, d'ailleurs, on en a parlé, on s'est vu là-bas. On vomissait, on était envahi de vomi tellement c'était moche. C'est-à-dire que dans un salon français d'entreprise française, vous avez des gens en costume qui sont les vendeurs, donc ils n'écoutent pas ce que vous avez à dire, ils vous disent combien vous en voulez. Et vous avez le fondateur, le technologue qui dit « ma technologie, c'est la plus belle, elle marche ». Et vous voyez des technologies brutes, sans forme, sans utilisateur. L'utilisateur n'existe pas. Oui, mais nous, on travaille que pour les entreprises. Dans les entreprises, il n'y a pas d'utilisateur, c'est bien connu. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise n'est pas un utilisateur. Il est payé pour ça, il n'est pas utilisateur. Oui, mais les soldats ont des iPhones. Oui, mais je ne veux pas savoir. Moi, je vends de la techno à l'armée, etc. Mais moi, je soigne des gens. Oui, on a une techno super, mais oui, mais enfin, le médecin, il a plein de choses à faire. Il faut peut-être lui faciliter la vie, l'apprentissage. Non, mais c'est de la techno, c'est la meilleure du monde. Et vous faites tous les salons français. Ce matin, Big, Made in Tech sur la médecine, le SIDO à Lyon, etc. On est des pourvoyeurs de technologie informés. Il se trouve qu'on n'a pas de PME qui sont des marques mondiales, comme nos amis allemands, Schwann Stabilo, Faber-Castell, les Bussmann que vous voyez dans Paris, tout ça, c'est des PME. Hein. Et il y a un marché gigantesque. Alors, je pense que le marché des tréteaux, il est un peu surchargé. Par contre, le marché des PME françaises qui vendent de la techno et qui confondent le ça marche et ce que nous, on peut amener le ça sert, il y a tout à faire. Et comment vous voulez exporter quand vous vendez des technologies qui ne sont pas aimables, qui sont brutales? C'est vraiment...
C'est inquiétant de l'état de retard de notre pays. Alors là, c'est sur un champ particulier, l'industrie, etc. Mais dans les services, c'est la même chose. Les gens ont les meilleurs services du monde. Et puis, oui, alors l'UX, on a un petit apprenti d'une école privée qui fait une journée de cours par an à l'école et puis le reste du temps, il est chez AXA et puis qui fait le site web de l'assurance AXA. Oui, bah, ça ne peut pas marcher comme ça. Créer une relation avec quelqu'un sur un service en ligne, ça peut marcher pour éventuellement des jeunes, des gens qui ont 35 ans, mais j'allais dire pour ma mère, mais malheureusement elle est décédée, c'est pas possible. Et quand elle se bat pour gérer des trucs en ligne, il y a un sujet, il y a un sujet. Et tout ça, c'est un défi pour les designers, mais c'est pas un coup de peinture à la fin. Et les formes, c'est ça. Et on est vraiment différent des autres, mais on revendique que le design, c'est merveilleux, mais on n'est jamais dans la proposition, dans la preuve. On revendique toujours, on est malheureux, personne nous aime, on est des victimes, on n'arrive pas, le design n'est pas compris. Il faut aller au combat. Mais le combat, il est énorme parce qu'il y a tout à faire chez nous. Tout à faire. Donc la forme, c'est important. Les nouvelles matérialités, c'est important. Et donc la philosophie des représentations, qui fait partie de la culture du produit, c'est capital. Merci. Mais en prenant cette question de la forme et surtout de la technique, et souvent, en fait, des entreprises françaises qui sont trop attirées par la technique et ils oublient le produit et la forme. Quand on regarde le NES dont tu nous parlais tout à l'heure, David, on voit en fait que c'était pas juste un thermostat qui était différent parce qu'il faisait, même s'il faisait beaucoup de choses sans l'intervention de l'utilisateur, mais il le disait. On voyait que c'était un thermostat différent, qui était quelque chose qu'on mettait à la maison, qui n'était pas comme les autres. Donc, à quel point était important dans les projets autant NES que les autres dont tu nous as parlé, cette notion de la forme et la forme dans toutes ses formes, j'ai presque envie de dire, dans toutes ces instances. Je crois qu'on réagit toujours à la présentation des autres avec lesquels auxquels on rencontre, avec lesquels on interacte. Et c'est pareil avec les objets qu'on utilise, que leur présentation, leur visage est assez important pour vous accueillir quand vous le rencontrez pour la première fois, quand vous l'utilisez chaque jour, quand tu approches le matin, quand tu entres dans la cuisine pour s'engager avec le grille-pain, pour s'engager avec une casserole, pour préparer un pichet, pour préparer le petit déjeuner. Et les formes qui vous rencontrez chaque jour pendant la vie est aussi important que la présentation, les formes des gens qu'on rencontre chaque jour. On ne peut pas échapper à l'apparence, le son des voix des autres. Et nos réactions existent aussi avec les objets. On peut dire, moi je vous parle maintenant, comme vous êtes pour la plupart français et françaises, on crée ici en France, on vend ici de la France la beauté. Et c'est important depuis des siècles qu'on crée et qu'on essaie de vendre la beauté. Et moi, je le trouvais un peu triste quand j'étais la semaine passée à Silo, à Lyon, combien d'objets, que la plupart des objets, la vaste majorité des objets étaient laids. Et c'est dommage, ils étaient moches. Et moi, je me demandais, pourquoi ça coûte pas beaucoup à présenter quelque chose qui est peut-être pas vraiment belle, mais présentable, mais qui admettent ce qu'il est, cet objet, mais avec une présentation considérée par les designers. Et je vois dans cette salle, il y a des gens qui ont créé des produits avec un peu de considération. Je sais que c'est important et c'est pas si compliqué. Et si vous pourriez le faire, vous êtes
en chemin de vous présenter et que vos objets puissent se présenter aux autres avec un visage assez approchable, assez aimable et dont vous pouvez être fier. Et ça, c'est... Moi, j'avais un peu d'honte d'être là-bas dans cette salle à Silo avec tous ces objets, même les robots qui sont comme des collègues avec lesquels nous travaillons dans les usines, dans les Fab Labs, dans les laboratoires, dans les salles comme ça. Même les robots, il n'y a pas assez de pensée, pas assez de recherche et pas assez d'efforts été dépensés sur leur forme pour nous voulons passer un peu de temps avec eux et passer du temps agréable avec eux, avec des motions agréables, avec des formes, des couleurs présentables. Peut-être pas si raffinées, mais pas moches. Et je crois qu'on peut être fier quand on crée quelque chose dont les autres disent « Ah, ça c'est beau. Ah, ça me plaît. Je le veux sur la main, je le veux sur mon mur dans ma maison. » Ça me plaît beaucoup et j'espère que vous serez content et contente quand vous avez quand vous entendez la même réaction. Et aujourd'hui, toi, David et Elena, vous êtes investisseurs en France, tu l'as dit, Elena, tout à l'heure. Est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, tu remarques une différence culturelle par rapport à la Silicon Valley ou en général aux États-Unis? Et grâce à votre activité, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez peut-être à amener une autre culture du produit par rapport à ça? Maybe you want to answer, Elena, like what cultural difference do you see? Now it's been, I think, 8 years you're here. So what cultural difference do you see in this, in the product culture in general, about this approach to creating and presenting new products, and in general about building things compared to the United States and California? It's a good question. You know, when we because we see many young companies, and so we're often meeting with entrepreneurs, designers who don't have a lot of experience yet, and I think one of the biggest challenges for French companies has been from our perspective, from a startup perspective, has been the ability to just make a guess at an answer, even when you don't know, and to just try it out. This is part, just trying things out. You're, as designers, you already do this, right? You try a design, something's not working, you try a different one, and you keep working until you get to the place where you want to be. But we have noticed that it's harder in France for people to sitting around a table when you ask a question. Sometimes no one will hazard a guess. No one will offer you a theory unless they feel certain that they know the answer. And that's difficult when you're starting a company, when you're starting to make new products, because the truth is no one ever knows the answers when you're making a new product. You start out with an idea about what you could build or what problem, there's a problem, and you think about ways you could solve it, but you never know what's going to be the right approach. You have to just keep trying and keep trying. And the only way it works successfully is when everybody is willing to just guess. I think that's one difference. I'm trying to think. Yeah. Maybe I can add something, and it's a contrast. This is a little bit about stereotypes. Most companies I've worked with
Pour la plupart, les équipes sont internationales. Les gens viennent l'équipe marketing à Nest ils étaient tous français. Et les ingénieurs, bien sûr, comme dans une boîte de 10 personnes, la moitié des ingénieurs viennent d'ailleurs. Donc, so we're talking a little bit about stereotypes, but I think we were speaking earlier, something that there's a cliche Silicon Valley attitude, and I think the phrase is move fast and break things. This is a stupid idea. If that's fine, if you're creating a website to buy cheap products, but if you're making a monitor for vital signs in an emergency room, or if you're making a smoke alarm that's going to wake people up when their house is on fire, you can't break things. It's not okay. People die. And so I think that there's a naivete to that Silicon Valley attitude. Oh, we'll just try it out. It's not that simple. Il faut être intelligent quand on entre dans la création d'un produit. Oui, si c'est un petit jouet, un jeu, si on crée Candy Crush, peu importe. Si ça doit marcher. If it crashes all the time, that's a problem. But you can fix it in version 1.1. But if you're making a physical product, it's the responsibility to do what Elena said and come up with the ideas and try them out on each other and try them out with models and with prototypes and in the laboratory, and then try them out with consumers who are protected, who are in a safe place. And that it's, I mean, I think that's a serious part of design, and you need to take it seriously, that you're making things that maybe millions of people will use. It shouldn't harm them. It should do what they expect. And I think that it's a kind of responsibility that we can all take as designers, but especially those of us who make things that are part of people's daily lives and objects that are part of daily lives. Jean-Louis, tu as parlé des contrôles de l'informatique pour les avions. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait entrer dans un avion et décoller et puis être là avec un informatique qui n'était pas bien expérimenté, qui était vraiment expérimental? Je crois que non. Et je crois que cette idée de « oh, move fast, break things », et si c'est un échec, on peut le réparer la prochaine fois. Ça n'existe pas pour les avions. C'est la folie, ça. On va laisser ça au sous-marin nucléaire français de la classe Barracuda, le Suffren. Je vous encourage à aller voir les vidéos sur Internet. Il y a des câbles et des rallonges partout. Enfin, encore une conception additionnée sans forme sur un des objets complexes les plus incroyables jamais faits en France. Bon, son utilisation, c'est pour défendre le pays. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Des rallonges le roi Merlin avec des circlips partout. Enfin, c'est incroyable. Alors, et peut-être pour terminer, alors on a parlé de la culture du produit, des produits, de l'exécution, de la forme et de tous les changements qu'on a vus dans le design ces dernières années. Là, on vit aussi un changement énorme avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Donc ça va forcément encore davantage impacter la manière de faire les choses. Là, comme tu as écrit récemment dans ton papier sur les échos, Jean-Louis, l'IA, c'est pas juste un outil, c'est vraiment un élément avec tous ces déterminismes qui sont très forts. Donc comment tu penses que cela va changer la manière de faire les produits, même les produits et la manière de fonctionner? Sûrement, ce sera l'objet d'une autre conférence, sinon on va être trop long. Mais par contre, en termes de conclusion, j'ai envie de vous donner 3 conseils. Le premier, en remontant mon discours sur la forme,
les représentations, les nouvelles matérialités, c'est quoi que vous fassiez, vous, quoi que fasse l'industriel, on ne peut pas ne pas avoir de forme. Donc, s'ils font rien, il y aura quelque chose. Et ce quelque chose ne peut pas être épouvantable. Donc ça, c'est vraiment un levier pour interagir avec des gens, pour faire des choses. La deuxième chose, c'est comment apprendre la culture du produit. La culture du produit, c'est pas simplement l'histoire du design, des designers et de ce qu'il y a dans les galeries. La culture du produit, c'est par exemple, avec Berthier qui est là, on a un héros français, élève des Beaux-Arts de Lyon. Et ce monsieur, qui s'appelle Gabriel Voisin, il a inventé l'aviation, il a inventé l'avion moderne, avec son frère. Et pourtant, il était élève des Beaux-Arts. Entre-temps, il a beaucoup bossé pour gagner sa vie sur l'Expo universelle de 1900, où il a appris de passer des plans d'architecte aux plans techniques métal. Et puis, il a créé la Société des avions voisins. Après la guerre, il a trouvé que les avions, c'était pas bien parce que ça tuait des gens. Il a fait des voitures. Il a formé l'ingénieur en chef de son atelier, qui s'appelle André Lefebvre. Et André Lefebvre, il a fait la DS, la 2 chevaux, le tube Citroën et tout ça. Donc, vous voyez, il y a une généalogie qui n'est pas partie de l'ingénierie, qui est partie des Beaux-Arts de Lyon. Ce qui veut dire que dans la culture du produit, dans la culture des choses, cette culture-là, elle est de votre côté. Donc, parler de Philippe Starck, c'est bien, et Philippe Starck mérite un respect immense. On a la chance d'avoir un designer incroyable comme il est, ou Massot, pour prendre quelqu'un de l'ENSI. Mais allez voir ce que fait Gabriel Voisin ou Pierre Bézier, ingénieur chez Renault, qui invente les courbes de Bézier, que vous utilisez dans l'Illustrator, ou Roger Béteille, le dernier ingénieur qui a fait un avion complet, l'A300, ou l'histoire du programme Twingo. Je regarde Olivier qui connaît ça par cœur. Il y a des bouquins de Bernard Midler là-dessus. C'est un projet qui est design-centrique, qui est human-centrique, bien sûr, etc., mais qui est vous intéresser au fait. L'autre jour, on m'a dit dans une école, oui, mais monsieur, nous, les femmes, on est oublié de l'histoire du design, c'est horrible, et vous êtes patriarcal, vous êtes un vieux, machin et tout. Chez Renault, en 67, le programme R5, c'est un programme qui a été fait par les femmes. Premier programme de sociologie, intégration des femmes, conceptrices à tous les niveaux, couleur matière, intérieur, etc. C'est-à-dire que Renault, dès les années 70, voit que le monde va changer. Je trouve ça très intéressant. Et il faut le savoir pour bien sûr, il faut revendiquer la place des femmes, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça a commencé bien avant qu'on le sache. Tout n'est pas si noir et blanc. Et c'est important de prendre cet exemple de Renault pour le mettre dans la culture du produit et raconter des histoires et montrer. En fait, le secret de nos designs, c'est d'être plus passionné des entreprises pour lesquelles vous allez travailler que l'entreprise elle-même. C'est ça la culture du produit, finalement. Pourquoi l'entreprise existe, qu'est-ce qu'elle fait et c'est quoi sa mission. Et à partir de là, vous convoquez l'histoire, la sociologie, les gens, la technique. Et puis, je termine ma conclusion par le dernier élément. Donc, histoire, on ne peut pas avoir de forme. C'est l'exécution, la fabrication, la conception. C'est un espace super important. Il y a une beauté de la fabrication. Il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de choses qui partent en Asie. On ne voit plus cet espace-là. L'innovation aujourd'hui, elle est plutôt tirée par le grand public. On a peu d'entreprises grand public, donc on reste avec nos PME techniques. Mais l'endroit où on fait les choses, l'atelier, pour prendre un mot fort, cher à Jean Prouvé, la tôle mince, monsieur, la tôle mince. L'atelier, l'usine, comme disait Roger Talon, mais l'usine, je ne viens pas visiter l'usine, je fais partie de l'usine. Il le dit dans un film qu'on a exposé à Designer du Design. Ça fait partie du processus parce que les produits n'existent pas sans qu'on les produise. Une idée, un dessin, un texte, un rendu de diplôme, c'est pas un produit. Vous pouvez faire des produits au diplôme. C'est une question de démarche, d'attitude et d'éthique de votre conception, mais l'exécution, c'est pas une partie, c'est pas une imprimante de couleur. Et ça, c'est important. Et là, vous aurez cette approche de gestion de la complexité contemporaine qui fera de vous des designers du XXe siècle, plein entier. Je pense qu'ils pourront aider le pays qui va pas très bien, mais très optimiste, puisque nos amis américains viennent en France et demandent la citoyenneté française, donc plein d'espoir. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter de conclusion. Peut-être Elena, if you want to say one last. Moi, si nous avons le temps, je pense que peut-être si David peut dire quelque chose de l'effet de IA sur le travail. Et moi, j'ai une petite chose à dire pour le futur des îles, les produits
grâce à IA. Ça va? Yes, of Et course. c'est peut-être... Oui, on a discuté un peu avant. C'est vraiment un bon moment pour nous qui donnent des conseils aux designers, qui créent des produits, parce qu'on a ces beaux outils maintenant, ces outils qui existaient pas il y a 3 ans. Et on peut, comme tous les outils, on peut les utiliser. C'est assez facile, c'est normal. Mais on a aussi des opportunités d'éteindre ce que nous faisons comme designer. Et comme nous avons discuté, moi j'ai décidé, en principe, je suis conseiller aux sociétés innovantes ici en France, surtout ici en France. Mais comme j'ai découvert, c'est vraiment un bon moment pour développer des outils qui complémentent mes conseils. Et donc, j'ai un petit cabinet maintenant pour créer ces outils, pour être utile aux sociétés avec lesquelles je travaille. Et ça, je crois que c'était ça vraiment, c'est un moment pivotal, pas aussi pivotal que les journalistes veulent que nous croyions, mais assez pivotal. On a des beaux outils, utiles. Et il faut les essayer. Il faut mettre dans la poubelle ce qui marche pas. Il faut reconnaître quand ils font des meilleures choses que nous. Il faut admettre que la créativité existe aussi dans des endroits, dans des autres animaux, dans des ordinateurs. Il faut l'admettre. Et il faut travailler ensemble avec ces outils. Et moi, je suis optimiste. Et je vois bien sûr beaucoup de dangers, mais aussi d'opportunités, de créativité et de renforcer ce que nous faisons comme designer. Et c'est ça que je ne suis pas sûr exactement ce que tu voulais que je dise. Mais... Okay, I'm very excited. You see, I can speak French. I can't say anything very interesting, and so that's why I prefer to speak to you in English. The the reason I wanted to just have this one little note at the end, if that's okay, is that I am very excited about one aspect of IA for making products right now in the near future, and that is that for hundreds or thousands of years we've been making products for who we think people are, because that's all that we could do. But now, soon, and I hope that maybe some of you will be excited about this, the reality is that we are not one thing. None of us are one thing. None of us are even the same thing from moment to moment, really. We're having a good day, we're having a good moment, we're cheerful and open, we're having, then someone steps on our foot, and then we're not focused on, we don't pay attention to anything else, and then we spill our coffee. I don't know. But the thing is that from moment to moment we change. And one of the interesting things that I think AI will allow you to do as you move forward with designing products is it will allow you to treat people the way they really are, which is that they're not a kind of person. They are many things every day, and the technology is going to allow you to adapt as they change from moment to moment. And I think that could be creepy and bad. But one of the things I like about France is that most companies we talk with in France are not only interested in making money, they're interested in making things that are good for the society. And so you'll be able to make products that allow people to use them in ways that really are human, in a way that we never have been able to before. Is that okay? Merci beaucoup.
On peut terminer avec ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de sujets. Est-ce que vous avez des questions pour Elena, David et Jean-Louis? Thank you. We talk about you talk about design and the role of design in the companies, etc. And you kind of compare like the model in USA and in France about like the numerics, smartphone area in Silicon Valley, etc. I think one of the major difference from the USA ecosystem and the French one, it's a lot about money too, I think, because I think it's quite more difficult sometimes for entrepreneur to finance the project sometimes. And I think it's very centralized too, because the people raising money in France are kind of from the same schools, the same source of knowledge and power. So yeah, I just wanted to have your point of view about this. So, comme toutes les généralisations, il faut chercher pas seulement sous les draps, mais aussi sous le lit. It's not that simple. There's money, there's helpful money to be had in France. There's also bad money to be had in North America. The economic environments are different. The structures are different. We, as people who work in companies, but also as investors, we have to navigate that. And it's complicated and it's dynamic and it changes. And c'est toujours facile à regarder, oh, si j'étais entrepreneur aux États-Unis, ça soit très, très facile de trouver de l'argent. It's not like that. And you can also end up, as we've seen some of our companies end up, with bad investors who don't have your project in interest, who don't support you. It's that, you're right, there is a certain amount of centralization. But there is also a way that people are supported in France for the long term that is very hard to find in the United States. Institutional support, BPI money. And so I think that for those of you who have companies, who build companies, who work in companies big or small, knowing le savoir du terrain, c'est très, très important. Et ça change toujours. Et c'est pas pareil dans une ville à l'autre. C'est pas pareil d'un pays à un autre. Ça fait longtemps depuis on a fait beaucoup d'investissements aux États-Unis. Ça a beaucoup changé. Maintenant, pour engager des employés, c'est très, très difficile aux États-Unis, en Californie. Ça a beaucoup changé. Ici en France, la France, it's a nice place and it's attractive to really good people from around the world. This is a time when we can invite those people to come to France and work in great companies that we build. You're bringing up a good point, but it's all about subtlety. Does that make sense to you, Elena? Yes, I think. Sorry, I just had to think about your question. One of the big differences, I think, in terms of funding, if that's what you're most interested in, is that there in the United States, when a company first starts, often it doesn't need very much money. It needs just a little bit of money just to get started, just to be able to have two people have computers and an office, right? But the infrastructure, the funding infrastructure for in the United States, that kind of funding usually comes from angel investors, and there just aren't as many of those in France. And so I think that is a challenge for young companies in France. But on the other hand, since the French government decided to give, was it 3 billion euros, I think in maybe in 2018, 2017, to help young companies get started, you have this advantage. And as David said, there is a lot of public money for startups here. And this is not true in the United States. If you're not building
until the current administration in the United States. If you're not building health devices or military equipment, there really isn't a lot of public funding for you. Now there's less funding for health devices too. And so you do have this advantage. But I think the funders are also by and large more conservative here. And so that also can be a challenge when you're trying to build something really new. J'ajouterais quelque chose côté français. On peut pas essentialiser, et en France, aux États-Unis. J'ai vu des compagnies aux États-Unis, à Los Angeles, qui faisaient des objets connectés avec des designs pourris à Y Combinator, dont tout le monde dit c'est super bien. Et moi, en tant que designer de produits connectés, je voyais ce truc-là et je ne peux pas lui dire c'est une bouse. Donc, par contre, il y a un vrai déterminisme culturel en France qui est peut-être le plus grand frein que l'argent. L'université n'aime pas les entreprises, c'est comme ça. L'université, il y a une phrase toute faite. Alors, il ne faut pas essentialiser, je viens de le dire, mais l'université, c'est des gens qui font des thèses, qui sont eux-mêmes des fils d'instituteurs et qui répliquent une espèce d'idéologie que je conteste pas, que le public, c'est formidable et que tout le reste, c'est pas bien. Donc, les passages entre université et entreprise qui existent aux États-Unis existent très peu chez nous, ce qui est un vrai problème. Parce qu'un patron universitaire, c'est pas la même chose qu'un pur patron tout court, mais il y en a pas beaucoup. Et le deuxième point sur lequel, malgré les tentatives de l'ENSI avec les SEC, c'est la culture entrepreneuriale des designers et du design qui n'aiment pas toujours l'argent, le profit c'est mal. Il y a des pans culturels complets qui sont pas traités dans les écoles. Alors, Quentin sera d'accord avec moi. Je dis, c'est comme ça, c'est un fait culturel. Je le regrette, je le déplore. On a essayé de le combiner, mais c'est compliqué. Et d'autre part, il n'y a pas aussi une appétence pour des sujets technologiques complexes et de pointe. J'ai des tréteaux, j'y reviens parce que j'ai pointé tous les tréteaux depuis 2 ans dans les prix de design. J'ai pas tellement vu de projets technologiques intéressants avec de l'IA primée. Au dernier Design Impact, quand on fait le bilan de ce qui est primé ou pas, on se dit qu'on n'est pas un pays de haute technologie, le pays de Mistral. On est vraiment un pays de la France des belles choses, c'est-à-dire la France du décor, mais on n'est pas la France de la haute technologie. Bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais ça, c'est peut-être plus difficile que l'argent, parce que l'argent public, il y en a pour commencer, hein. Franchement. Thank you very much. Chez Airbus, il y a 4 designers, des Confelency aussi, donc c'est pas un marché. Non, mais je suis membre de Cap Digital depuis 20 ans. Enfin, je sais de quoi je parle. C'est pas un avis. Puis c'est comme ça. On peut pas le changer. C'est notre pays. On l'aime. Ça fait son charme. Mais c'est la réalité. Oui, mais ça manque partout. Il faut toujours briser des stéréotypes parce qu'ils sont, au début, elles sont utiles. Ils sont utiles. Mais après un certain point, c'est un obstacle. Oui, on peut commencer avec ça. Oui, au Japon, ils considèrent le design comme ça. Oui, mais après 2, 3 entretiens entre vous, on voit que c'est plus compliqué. Je vais lever un stéréotype. On dit souvent, entre nous, bouchez-vous les oreilles, les Américains sont des bourrins. Je vais pas traduire. David est la personne la plus cultivée que j'ai rencontrée de ma vie. Bon, vous voyez, les stéréotypes, faut toujours s'en méfier. J'ai une question. Je vais faire en français. Il n'y a pas longtemps, la Direction générale du Trésor a sorti une étude
qui disait que selon laquelle l'économie de l'attention pourrait coûter 3 points de PIB. L'économie de l'attention, c'est notamment les réseaux sociaux, etc., qui captent l'attention. Et donc là, est-ce que les problématiques les plus vicieuses, je dirais, sont pas invisibles? Enfin, donc donc les algorithmes, les choses comme ça? PIB, oui. Non, vont coûter parce qu'enfin, on n'est pas très bon non plus sur ni les réseaux, ni l'économie. Voilà. Mais c'est une vraie économie mondiale, globalisée. Les plateformes, la publicité, les produits qui sont promus. Et donc, par contre, c'est un détournement, c'est-à-dire que c'est du temps qui est consommé et qui est perdu pour d'autres, enfin, qui n'est pas utilisé pour d'autres causes. Et donc là, on est dans des problématiques très pernicieuses, les algorithmes, les choses comme ça, c'est du design aussi, c'est tout sauf des accidents. Donc là, on a parlé de beaucoup de choses visibles, l'exécution, de choses comme ça, mais avec une production. Enfin, tout ça, c'est effectivement une démarche tout à fait importante. Mais il y a toute la partie invisible dont on n'a pas trop parlé. Est-ce que c'est d'autres problématiques? Clair, parce que j'ai dit que ça. Quand je dis service numérique, complexité, enfouissement, interface, ce n'est que ça. Et c'est aussi des produits. Et après, c'est l'éthique des sociétés qui vous emploient. Mais vous pouvez refuser. Alors, votre question, elle est très intéressante. L'algo, il est un cran plus loin, il n'est pas directement visible. Mais l'algo, un designer qui a la culture du produit, et avec Angelo, on a fait le site DataGouv, où on s'est battu pour que l'État français ouvre les données à des acteurs alternatifs, des acteurs associatifs, des acteurs reconnus. La Fondation de France, on n'allait pas la labelliser, mais l'association des zones humides du Marais Poitevin, il fallait un peu regarder avant. Donc on a créé la notion de label pour savoir qui mettait des données dans le bien des données de l'État. On est dans la question des algorithmes, des API et tout ça. Ça se design aussi. C'est notre métier profondément. Alors, je voulais pas trop compliquer en parlant que de numérique, parce qu'on va dire Fréchin numérique, il nous casse les burnes, mais c'est les enjeux de l'époque, c'est ça les questions d'aujourd'hui. Refaire l'industrie d'avant pour refaire des produits physiques, oui, on le souhaite compte tenu de toutes les PME qu'on a vues avec David Ossido, mais la question de comment on fait un logiciel qui donne de l'attention, qui évite les tensions pour ne pas capter et donner, c'est très important. Ça va même jusqu'à un design juridique. Vous les appelez réseaux sociaux. Moi, je les appelle... Non, mais à raison, tout le monde les appelle réseaux sociaux. Donc, ce sont des hébergeurs. Moi, je les considère comme des médias sociaux. La reliure, c'est l'algorithme. Et donc, ils devraient être responsables de ce qu'ils publient, comme les télévisions et les journaux. Alors ça, c'est un travail de... non, mais c'est comme ça, on peut rien faire et on patch au fur et à mesure. Ouais, donc on a un empilage de lois. Ça, c'est un travail pour les designers aussi. Il faut s'en saisir, mais il faut avoir la culture de ces produits-là, les connaître finement, parce qu'à côté de vous, vous avez des consultants qui savent analyser, machiner, et c'est vraiment des trucs de grands garçons, mais qu'on devrait faire dans les écoles. Mais bon, mais c'est la société d'aujourd'hui, vous avez raison, c'est un sujet majeur. En Corée, ils n'ont pas ce problème parce que pour chaque réseau américain, ils ont un réseau coréen. Et c'est une démocratie, mais disons qu'il y a une régulation qui n'est pas la régulation américaine. Hello, I'm gonna try to speak in English. So when you talked about the IA, I don't remember who, but someone of you said that it's could be badly used, but in the same time, it's an opportunity. But I am wondering what's the limit about both of them. Je te laisse J'imagine réfléchir. qu'on n'est pas vraiment d'accord. Si. Ouais, mais on verra. La question, j'en parle dans l'article des Échos que Angelo a bien voulu parler. La question, c'est pas d'être pour ou contre l'IA. C'est une question trop binaire, trop noir et blanc. Oui. La question, c'est d'essayer d'observer, de comprendre et d'anticiper les déterministes, c'est-à-dire comment l'IA va profondément changer la manière des choses. Pour ça, il faut considérer que l'IA n'est pas un outil
et que le pouvoir et l'intelligence, ça ne va pas être celui qui tient le manche. Celui qui tient le manche, c'est OpenAI, ce n'est pas l'utilisateur, contrairement à ce que disait Luc Julia récemment. Donc, dans l'IA, on ne tient jamais l'outil. C'est un peu comme les réseaux sociaux, ce n'est pas nous qui faisons l'algorithme, donc on se contente de l'utiliser, on essaye de le détourner, comme font tous les designers avec Photoshop, on essaye de le pousser, de le contourner, de lui tordre le cou, mais ce n'est pas simple, parce que dès que vous mettez pipi, caca et autre chose, vous êtes banni. Bon. Donc, les déterministes, c'est une question... alors, on peut dire aux sociologues, mais les sociologues, ils n'en savent pas plus que nous. Et comme ils travaillent sur des études de terrain et qu'il n'y a pas de terrain, et qu'on est un peu dans le monde des ravis de la crèche et les moutons tombaient dans la mer et la mer moutonna, il n'y a pas de retour sociologique vraiment fort. Mais par contre, les anthropologues, sur la durée, peuvent comparer les révolutions, sachant que l'IA, c'est plus qu'une révolution, c'est assez... c'est vraiment un changement de monde. C'est comme le feu, l'écrit et l'imprimerie. Platon était contre l'écrit parce que ça allait enlever la mémoire des hommes. Et quelque part, aujourd'hui, avec l'IA, la mémoire, ce qui va vous différencier, vous jeunes gens, dans le monde de l'entreprise de demain, c'est votre capacité à discourir sans écrit. Parce que l'écrit, ça sera l'IA. Et donc, on revient à des situations, et ça, c'est des déterministes, c'est-à-dire que Platon revient à la mode. Alors, Platon, il avait aussi une expression que Bernard Stiegler a repris, qui est pharmacone, où on va citer Laënnec également, c'est-à-dire remède ou poison. Et le médecin Laënnec disait, pharmacie en grec, ça vient de pharmacone, et pharmacone, ça veut dire à la fois remède et poison. Et Laënnec, le grand médecin français, disait, c'est la quantité de remède qui fait le poison. Et on est exactement là-dedans dans les questions de l'IA. Donc, il y a des déterminismes qu'on veut, il y a des déterminismes qu'on ne veut pas. Il y a des questions qui émergent. Et moi, la question qui m'intéresse le plus dans l'IA, c'est comment un jeune d'aujourd'hui va devenir quelqu'un comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une carrière dans le design. Parce que dans son début de carrière, quand il aidait, moi j'ai commencé en aidant Savinel et Rosé, j'étais l'arpège, j'allais acheter les bombes, je tremblais en choisissant les couleurs pour Gilles Rosé, qui est un dieu de la couleur, etc. J'ai appris le métier comme ça. Aujourd'hui, l'IA, elle me remplace quand Jean-Louis jeune. Et donc, comment je fais grandir? Et ça m'obsède. Comment les jeunes vont créer de l'expérience au sens français, c'est-à-dire l'acquisition de la somme des vécus, quand, dans la plupart des boîtes, il y a une étude cet été, les seniors avec de l'IA, c'est moins cher et c'est ultra efficace. Ça, c'est des questions, c'est des déterminismes, et c'est ça la question. C'est ça la question la plus centrale, identifier les déterminismes et faire des choix, et trouver les moyens d'y répondre. Alors, coup de chance à l'ENSI, vous avez le deuxième, donc l'oralité, c'en est un, l'art du discours, la rhétorique. Et le deuxième, j'en parlais au petit débrouillard, c'est l'expérience, c'est-à-dire la confrontation au réel. L'IA ne pourra pas fabriquer des prototypes, l'IA ne pourra pas poncer un bout de bois pour faire une guitare. Le numérique peut nous aider, mais à un moment, il y a quelque chose, il y a des choix qui vont être faits par l'accident dans le processus d'exécution, qui de fait devient une sorte de résistance. Et ça, c'est un déterminisme qui est intéressant. On pensait que la fab, c'était délégué, on imprime en 3D terminé ou on envoie en Chine. Ben non, ça devient un moyen de compréhension. Ça, c'est intéressant, c'est pas prévu. Et c'est ça qui m'intéresse, d'observer ce qui est intéressant, et puis d'inventer les conditions du travail avec la machine, qui sont des nouvelles matérialités, qui sont... Personne ne sait. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que Mistral a une interface de merde, avec un petit dessin de chat qui est le dessin de sa nièce, et que ça, c'est très français et que c'est insupportable. C'est insupportable. Quand on compare Claude, qui est magnifique, ou OpenAI, qui est, qui est pas mal non plus, on n'est pas au niveau, encore une fois. On a la tech, mais on n'a pas le produit. Qui était une grande phrase d'Alain Cadix. En France, nous avons la tech, mais nous avons rarement les produits. Si je peux parler en anglais, vous pouvez me comprendre? Oui, j'arrive à comprendre. Okay. Just to add a slightly different thing. Oh, sorry, I forgot. It's hard when you do this while you talk. I think that the key question for me is never about the technology and what lines should you draw with the IA. The question is the business models around the IA. And that's what really matters here, because you can have the technology do everything for you as long as the business model around making money from that technology is not to harm the people who use it. And that's, I think, the key challenge, because most business models are set up to make as much money as possible.
from the technology that they develop. And so I think that's but I'm trying to think about the réseaux sociaux, right? I mean, it's terrible for people in so many ways, yes, but there have been business models around réseaux sociaux that allowed people to own that had you owning your data. You were allowed to decide who you were going to share it with and what you were going to share. In that context, it's not so bad anymore, right? And I think the same will be true with IA. The question is, can we, through why are you laughing? Oh, I know what I'm doing, but I can't switch back and forth like that. So anyway, I think that's when I think for me, when I'm working on products, when we're funding products, hopefully for you as you're designing products, you also have to think about what business model is being built around the thing that you're making. Okay. Thank you. C'est bien, je pense qu'on peut conclure là. Merci beaucoup, David, Léna, Jean-Louis. C'était très intéressant. Je pense qu'on a déjà le sujet de la prochaine conférence intelligence artificielle des produits. Merci beaucoup.